Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le samedi 5 décembre. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. À la veille du premier tour des élections régionales, les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes semblent plutôt concernés par ce scrutin. La finale de bœuf-tirant des catégories minimes et cadets a eu lieu aux Abîmes, une troisième étape qui a attiré un public nombreux. À 20 jours de Noël, l'association Guajeka a mis à l'honneur aujourd'hui des jouets de notre patrimoine. Le journal, Aurélie Ronze. J-1 avant le premier tour des élections régionales, les bureaux de vote seront ouverts demain de 8h à 18h. Vous aurez le choix entre 10 candidats, enfin plutôt 10 listes, puisque je vous le rappelle que vous allez élire des conseillers régionaux. Mode d'emploi de ce scrutin avec Anne-Elisabeth Artsen. J-1 avant le premier tour des élections régionales de ce 6 décembre 2015. Les 10 candidats, Alain Plaisir, Alternative populaire et citoyenne, Mélina Seymour, d'Ambition Guadeloupe, Jean-Marie Nomertin, Combat ouvrier, Marie-Christine Mierkidal, Nouvelle Alliance pour la Guadeloupe, Henri Yoyotte, No Frappe, Victorin Lurel avec la Guadeloupe toujours mieux, Harry Chalus, Changer d'avenir, Laurent Bernier pour Guadeloupe solidaire, Mona Kados, tête de liste du Parti communiste guadeloupéen et Stéphane Vianney pour le Front national avaient jusqu'au 5 décembre minuit pour faire campagne. Rappelons tout d'abord que le vote concerne une liste de 42 personnes et non pas uniquement la tête de liste. Cette élection est un suffrage universel direct, proportionnel à 2 tours avec prime majoritaire. Si l'une des listes obtient la majorité, c'est-à-dire 50% au premier tour, elle obtient alors un quart des sièges. Les 75% restants sont pourvus à la proportionnelle entre toutes les têtes de liste ayant obtenu 5% des voix, y compris la liste qui se classe en tête. Cependant, au second tour, la majorité relative suffit. Le seuil des 10% permet à une liste de se maintenir pour le second tour et le seuil des 5% autorise des listes à fusionner dans la perspective d'un second tour avec une liste qualifiée. C'est le code électoral qui fixe le mode de scrutin de ces élections. Les conseillers sont alors élus pour 6 ans. Il y a donc 10 listes pour 41 sièges au conseil régional de la Guadeloupe. Le verdict de ce premier tour, très attendu, est ainsi proche de son dénouement. Voilà, vous savez presque tout, des élections en tout cas qui semblent vous concerner, comme l'a constaté ce matin Muriel Barlagne au marché de Sainte-Anne. Ça permet d'avoir du monde pour prendre des décisions, pour pouvoir nous guider, pour pouvoir nous permettre, à la Guadeloupe de faire des bons choix et pour avoir une notoriété. Voilà. Je n'ai pas l'intention d'aller voter, en tout cas pas au premier tour. Je verrai après par rapport à ce qui se passera au premier tour. Voilà. J'attends de voir ce qui se passe, qui c'est qui sera le premier, le deuxième et je ferai un choix à ce moment-là. Voilà. Donc voilà, c'est pas par pourquoi je ne vais pas parce que bon, à la fin il y a certaines personnes qui m'ont déçu. Donc j'attendais plus d'eux et puis dans leur équipe ils ont mis des gens que je n'attendais pas. Je ne vais pas les citer mais et c'est là où le bas blesse voilà. Ah ben, c'est important pour notre pays pour améliorer certaines choses, ce qui va et ce qui ne va pas. Parce que des fois, il y a je vais faire, mais après les élections, rien du tout. Alors, en espérant que ça va changer. C'est très important d'aller voter quand on laissera les autres choisir à notre place, d'accord ? Nos décisions, nos choix sont toujours bienvenus, je crois. Oui, c'est important de voter pour la simple raison qu'on fait partie d'une commune, on est des citoyens et oui, moi je compte y aller. Après, c'est vrai que des fois, vu la tournure des événements, on regrette ou on regrette pas, mais il faut le faire, C'est très important puisque on risque après de passer en assemblée unique. Donc les décisions vont être prises par le conseil régional en globalité. Donc c'est super important de choisir la bonne personne pour pouvoir gouverner la Guadeloupe. Lorsqu'on reste chez soi et après on dira « Oh, mais telle personne a été élue », et comment dirais-je, et après on voit que la personne est élue mais on n'a pas participé. Donc c'est en votant et on peut avoir le changement. Et je vous rappelle que les bureaux de vote seront ouverts demain en Guadeloupe de 8h à 18h.
Au chapitre faits divers, le bilan des homicides s'est alourdi en Guadeloupe. Hier à Basse-Terre, le corps sans vie d'un quadragénaire a été retrouvé dans un local de Petit Paris. La victime aurait été mortellement rouée de coups. Le ou les auteurs sont activement recherchés par les autorités. Il s'agit du 42e homicide depuis le début de l'année en Guadeloupe. On va parler maintenant de tradition. La finale du festival de Beutiran a eu lieu aujourd'hui aux Abîmes. Près de 33 attelages, les minimes et les cadets ont tenté de faire le meilleur temps. Chez les minimes, la compétition a été remportée par Bruno Virasamy du club Les Enfileurs de Petit Canal. Chez les cadets, Raphaël Gradel du club Les Baroudeurs du Moule a été le plus rapide. Le reportage de Muriel Barlagne. C'est le poids de la charge qui détermine la catégorie. Pour les cadets, elle est de 1 tonne 755. Sur la ligne de départ, 13 partants. La règle est la même pour tous sur ce terrain de Boiripo aux Abîmes, parcourir 160 mètres 20 en moins de 6 minutes. Un parcours en forme de S avec une pente. De véritables obstacles pour ceux qui ont à guider les taureaux. Ces derniers peuvent se montrer capricieux et on ne peut leur infliger que 12 coups de fouet. Les courses de Beutiran sont un véritable spectacle qui attire chaque fois plus de monde. Plus être content que ça, c'est de demander trop. Quand vous avez vu la quantité de public qu'on a là et le nombre d'attelages qui étaient inscrits, alors ça pour les agriculteurs ont quelque chose en main qui est très fort. Pour cette étape finale, c'est Raphaël Gradel du club Les Baroudeurs du Moule qui a réussi à mener son attelage jusqu'au bout en 2 minutes, 51 secondes et 91 centièmes. Il s'était préparé depuis 6 mois pour cette course spéciale. J'ai réussi ça malgré la boue, mais bon, ce sont des bons bêtes. Ils sont bien entraînés et à partir de là, c'est les guidés qui sont un peu plus difficiles. Et dès que tu regardes le parcours, il y a des endroits techniques où tu dois passer. Et dès que tu les fais passer, ils ont de la force et puis ils tirent à la charrette. Le festival de Beutiran continue la semaine prochaine. Ce sont les catégories A, B et C qui vont concourir pour le plus grand plaisir du public. Près de 5000 personnes sont attendues. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Direction ce soir le Brésil, les Bahamas et la Barbade. Voici la Minute Caraïbe. Eduardo Cunha, président de la Chambre des députés, ennemi juré et ancien allié de la présidente brésilienne Dilma Rousseff, a accepté de lancer l'examen de la demande de destitution de la présidente réclamée par les juristes Miguel Reale et Helio Bicudo, l'un des fondateurs du Parti des travailleurs, le PT de gauche, auquel appartient aussi la chef de l'État. Les juristes reprochent à Dilma Rousseff d'avoir maquillé les comptes publics en 2013, un an avant sa réélection, en ayant recours à une mécanique dite de dribble fiscal. Faire financer des dépenses budgétaires par des emprunts auprès d'établissements bancaires publics permettant d'en retarder le débit. Dans les rues de Sao Paulo, l'annonce de l'ouverture de la procédure de destitution a été saluée par les manifestations de joie de ceux qui réclament depuis des mois le départ de la présidente, la plus impopulaire du Brésil depuis le retour de la démocratie en 1985. Eduardo Cunha n'a pas agi au nom de ses concitoyens mécontents, mais plutôt par vengeance personnelle. Membre du parti du mouvement démocratique brésilien, le PMDB de centre, principal allié du PT au sein de la coalition gouvernementale, l'homme est en sursis politique. Il est impliqué dans le scandale de corruption autour de l'entreprise pétrolière nationale Petrobras et les géants du bâtiment et des travaux publics. L'aéroport international Linden Pinling, LPIA, dans les Bahamas, a remporté le prix du meilleur site internet des aéroports d'Amérique du Nord et des Caraïbes lors d'un événement organisé par Conseil international des aéroports Amérique du Nord. Il est le premier aéroport des Caraïbes à bénéficier d'une telle distinction. Nous avons simplifié la navigation du site web pour donner aux passagers l'accès aux informations clés de l'aéroport et avons créé une architecture adaptée aux divers dispositifs mobiles, tablettes et ordinateurs de bureau. Le nouveau design représente vraiment la beauté unique et la chaleur des Bahamas qui sont véhiculés dans les espaces physiques de l'aéroport, a déclaré le vice-président du marketing et des communications du LPIA, Yann Knowles.
Conseil international des aéroports représente les exploitants de plus de 150 aéroports commerciaux en Amérique du Nord et dans les Caraïbes et environ 380 entreprises liées à l'aviation. Sa mission porte sur la promotion des politiques et actions qui renforcent la capacité des aéroports commerciaux à servir leurs passagers et leurs clients. 3 femmes entrepreneurs ont uni leurs forces pour créer une plateforme internet qui fournit des chefs et des cuisiniers partout dans les Caraïbes et dans le monde pour partager leurs expériences culinaires. Aisle & Dine est une plateforme technologique où les clients peuvent réserver et acheter des expériences gastronomiques organisées par des cuisiniers amateurs et des chefs qui préparent une cuisine locale authentique à domicile. Heather Barker, Deirdre Braithwaite et Denise Mongery Rogers ont récemment uni leurs forces pour créer le concept Aisle & Dine à la Barbade par l'intermédiaire de la plateforme www.aisledine.com. Elles se sont rencontrées la première fois en 2013 à l'occasion d'un atelier sur l'innovation organisé par Infodev, un programme de la Banque mondiale. Elles ont eu l'idée d'Aisle & Dine après que Heather Barker ait découvert une initiative similaire aux États-Unis et ait décidé de l'adapter au marché de la Barbade. Retour en Guadeloupe, vous le savez, notre département est désormais relié directement avec les États-Unis via la compagnie aérienne Norwegian Airlines. C'est une compagnie qui propose des prix attractifs. Le premier vol a eu lieu jeudi, c'était entre Boston et Pointe-à-Pitre. Anne-Elisabeth Artsen a été l'une des rares journalistes à embarquer sur ce vol inaugural. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir son reportage. C'est le premier vol aux Antilles pour cet avion qui inaugure la première liaison Boston-Pointe-à-Pitre de la Norvégienne. La compagnie a mis les petits plats dans les grands pour cette première qui semble, selon le directeur commercial, très prometteuse. La raison pour laquelle nous avons choisi la Guadeloupe et la Martinique, c'est que nous y avons vu une grande opportunité et parce qu'il n'y a plus eu de vol direct depuis 20 ans. Et nous verrons si ces vols seront couronnés de succès pour poursuivre ces liaisons durant toute l'année. Parmi ces 149 premiers passagers, Christopher et Talifa se rendent en Guadeloupe pour la première fois. C'est ma première fois en Guadeloupe et la Norvégienne offre des tarifs intéressants. Alors j'ai regardé pour la Guadeloupe et ça m'a l'air magnifique. On a choisi d'y aller car il fait froid à Boston et on a envie d'avoir chaud. Voilà pourquoi on y va. On a appris qu'il y avait ce premier vol et on a décidé de venir de Montréal en voiture jusqu'à Boston pour pouvoir prendre cette opportunité. Alors, c'est une belle opportunité. Je suis très contente. À la base, je viens de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Donc, ça fait 1 an et demi que je suis à Montréal. Je suis vraiment contente. On a un super accueil ici, en plus, avec Norvégienne. C'est super. Je rentre avec le festival, passer les fêtes en famille. Et de Montréal à ici, c'est pas cher en plus. C'est vraiment génial. Je suis vraiment très excitée par ce vol. Et quand j'ai reçu l'email annonçant cette nouvelle compagnie et ce vol sans escale au départ de Boston, je savais qu'il fallait que je prenne mon billet parce que cela fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de vol direct pour la Guadeloupe ou la Martinique. J'ai tout de suite réservé, je n'ai rien demandé à personne, je devais être dans cet avion et j'y vais. Alors, c'est mon anniversaire cette semaine et c'est une surprise que ma femme a organisée. Donc, c'est elle qui a fait toutes les réservations et on va découvrir ça ce week-end. Pour Thierry Gargard, c'est l'occasion d'ouvrir nos frontières aux États-Unis avec ces 3 destinations. Ce que Norvégienne va apporter en plus aux îles de Guadeloupe, à savoir un départ de Boston 3 fois par semaine, départ de New York 4 fois par semaine et enfin départ de Baltimore, Washington 3 fois par semaine. C'est pour nous une très bonne opération car ça nous permet d'ouvrir les îles de Guadeloupe vis-à-vis des États-Unis afin de faire venir le maximum d'Américains sur la destination île de Guadeloupe. On se rend compte aujourd'hui que le vol au départ de Boston est rempli à 90%, ce qui est une très belle chose pour l'avenir. Après 4h30 de vol, l'avion s'est posé à l'aéroport Paul Caraïbes dans une ambiance festive. Prévue initialement jusqu'au mois de mars, la compagnie prolonge d'ores et déjà les liaisons Boston, New York et Washington jusqu'à la fin du mois d'avril, avec un tarif très attractif de 250 € en moyenne le billet. À 20 jours de Noël, on va s'intéresser aux jouets que l'on retrouvera sous le sapin le 25 décembre. Les jouets anciens semblent avoir toujours la cote. L'association Quageka, organisée d'ailleurs aujourd'hui à Jarry, des ateliers, des démonstrations de jouets de notre patrimoine. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen.
À l'heure du numérique où la nouvelle technologie prime, l'association Guajeka opte pour la valorisation des jouets traditionnels. Fabiola, fervente adepte des jouets en temps longtemps, a fait le déplacement spécialement pour un jeu de Tipointicois. Offrir l'originalité pour Noël est une évidence. Aujourd'hui, il est quand même important de pouvoir rappeler aux enfants que les jeux numériques n'étaient pas toujours d'actualité et que voilà, le départ, ça a été ça, comment ça se faisait, comment ça se fabriquait et l'ambiance que ces jeux mettaient dans la famille et puis le temps qu'on prenait pour pouvoir fabriquer son jeu et comment on en prenait soin parce que c'est nous-mêmes qui l'avions fabriqué. Donc si tu veux, ça valorisait davantage la chose qu'on avait dans la main. J'ai envie de dire que le numérique aujourd'hui ne sort plus de l'ordinaire. Alors qu'aujourd'hui, avoir un jeu en bois, ça sortira de l'ordinaire, ça va vous faire un bond dans le temps. Et ça permet en même temps de pouvoir s'asseoir, de remémorer les choses et en même temps de pouvoir permettre aux différentes générations de faire passer un message et de leur faire traverser le temps en même temps. Ça veut dire qu'on doit vivre dans le temps moderne et aujourd'hui, mais ça ne doit pas nous empêcher de pouvoir nous rappeler ce qui se faisait d'antan. Donc on peut pas dire aujourd'hui, on pourrait dire que les deux sont d'actualité. Jean-Paul Kiko a créé il y a 10 ans l'association après une étude sur les jeux et jouets traditionnels, pratiques et patrimonialisation afin de montrer l'évolution de ces jeux dans le temps. L'idée, c'est que maintenant on valorise tout le patrimoine ludique des jeux traditionnels à travers des interventions, des manifestations, des formations, des événementiels, des festivals. Bref, l'idée, c'est de permettre en fait à tout un chacun de savoir qu'est-ce qu'on entend par jeu et jouets traditionnels. Ça permet en même temps de regrouper tout le monde. Pourquoi? Parce que les anciens, les plus grands, ils ont joué à ces jeux-là. Donc ils peuvent plus facilement collaborer et transmettre maintenant à leurs enfants, leurs petits-enfants, comment on jouait à l'époque. Et nous, en fait, notre but justement, c'est d'intervenir, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les manifestations publiques. Le but, c'est de faire connaître et de rappeler en tout cas notre patrimoine ludique autour des jeux. Ike-Paka, trottinette, toupie, timarelle, des jeux qui ont fait le bonheur des aînés. L'occasion pour la nouvelle génération de découvrir et de s'approprier leur patrimoine tout en replongeant leurs parents dans leur enfance. Et on va rester dans l'esprit de Noël puisque la ville du Lamentin accueille depuis hier un grand marché de Noël. Noël Menthambel regroupe des artisans créateurs mais aussi des agriculteurs. Muriel Barlagne nous donne quelques idées. Pour cette deuxième édition de Noël Menthambel, la ville du Lamentin a rassemblé une soixantaine d'exposants installés en plusieurs points du bourg de la commune. Artisans, restaurateurs, professionnels de l'agro-transformation et agriculteurs y tiennent les stands. C'est le grand marché de Noël. Le Noël Menthambel a une particularité, c'est un marché, je dirais, direct. C'est-à-dire nous prenons les consommateurs, nous les mettons en face de producteurs, donc sans intermédiaire. Donc naturellement avec tout ce que ça induit comme coût économique, parce que c'est moins cher. Et puis au-delà de ça, c'est du festif. Vous voyez bien que les stands sont gais, chacun est sous un chapiteau individuel et nous mettons les gens à l'aise, le public est à l'aise, le site a été agrémenté, je dirais, pour la circonstance. Un grand marché où faire de bonnes affaires, la promesse est tenue avec cette pépiniériste. Oui, c'est moins cher puisque je ne l'aurais pas trouvé à 2 € autre part. Je pense que j'ai fait une bonne affaire. Voilà. Pas de Noël sans sa petite ferme, avec ses cochons, ses bœufs, mais aussi ses lapins. Celle-ci a une visée éducative. Elle a été mise en place pour faire découvrir aux grands et aux petits les charmes de l'élevage en Guadeloupe. Aujourd'hui, on est là pour vous montrer que nous avons une traçabilité, que nous travaillons sur la traçabilité pour que les consommateurs puissent être sûrs que la viande est suivie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on vous montre qu'est-ce qu'il en est, c'est quoi l'élevage, comment ça se présente, comment c'est suivi. Le beau Noël traditionnel du Lamentin ne pouvait se terminer sans un grand chanté Noël. Ce soir, c'est le groupe Kassika qui est programmé à partir de 21h45. On va parler de sport avec la 9e journée de DH en football qui se poursuit. Ce soir à 20h, l'USBM sera face à la Juventus de Sainte-Anne. La Gauloise de Basse-Terre rencontre le club amical de Marquisa. Enfin, le CSM affronte l'Amical Club de Marie-Galante.
Toujours en football, notez qu'on jouait aujourd'hui le 8e tour de la Coupe de France et les Antilles ne seront pas représentés lors de la prochaine étape. En effet, les Martiniquais du Golden Lion se sont inclinés après les prolongations de buts à 1 face au Racing de Besançon. On va terminer avec vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. On va avoir le droit à une alternance d'éclaircies et de passages pluvieux. Du côté des températures, elles afficheront au réveil entre 25 et 27 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif Minute Sport suivi d'une météo détaillée de votre région. Ensuite, ce sera le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Et puis, votre émission culinaire type plat grand chef, de quoi vous ouvrir l'appétit. Concernant l'actualité locale et régionale, elle revient demain à partir de 12h30. L'actualité que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site, le www.alizé.com. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé.